Bienvenue à la série française du podcast Talking Success, Connecting the Global Fintech Community. Je suis John Saloumou et aujourd'hui j'ai l'honneur de recevoir Pierre-Nicolas Patouillard. Il est en charge de développer les activités de Customer and Operations dans le secteur Financial Services de KPMG. Il est également lead FinTech pour KPMG en France. KPMG est un cabinet international advisory et financier présent dans 155 pays. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Pierre-Nicolas. Bonjour Pierre. Bonjour John. Comment tu vas aujourd'hui? Comme bien souvent, plutôt très bien, merci. Alors, la journée s'annonce bien à Paris? Écoute, oui, a priori, elle m'a l'air très bien commencée. Il va faire beau, c'est pour te dire. Donc voilà. Ok, non mais c'est une très bonne chose. Et moi je suis content de t'avoir aujourd'hui et discuter avec toi. Mais alors qu'on entre dans le vif même de notre sujet, est-ce que tu peux nous parler un peu plus sur ton parcours professionnel? Mais aussi quand tu parles de ton parcours professionnel, tu nous dis également ce que tu fais en long et en large. Oui, bien sûr. Donc déjà, merci pour l'invitation. Moi, mon Oui. parcours, je sais pas s'il est intéressant. En tout cas, il est varié dans la mesure où j'ai été un praticien de la transformation digitale et d'innovation, mais Ok. aussi j'ai été chercheur sur ces domaines, notamment en travaillant sur les collaborations entre start-up et grands groupes. Et Mhm. maintenant, donc, je suis consultant, comme tu l'as dit, chez KPMG, et où mon Mhm. travail, en gros, c'est d'inspirer et de servir les services financiers ainsi que leurs dirigeants dans leur Mhm. performance business et sociétale. Mhm. Voilà un petit peu. Mhm. J'ai un parcours qui est multisecteur. Ok. J'ai commencé dans l'automobile. Mhm. J'ai fait un peu d'aéronautique et bien sûr banque et assurance. Donc, je travaille dans les grandes entreprises internationales, mais aussi dans un startup studio et j'ai même, grâce à mon activité dans un startup studio, lancé une insurtech exactement en France et participé Mhm. au design et développement d'autres. Voilà. Ok, ok, non, mais ça, c'est intéressant. C'est vraiment intéressant de le savoir, Pierre. Mais je me demande quand même, voilà, tu sembles avoir aussi un background qui a trait à tout ce qui a trait à faire avec le digital, Mmh. l'innovation, ainsi de suite. Ce sont des choses qui te tiennent à cœur, n'est-ce pas? Bah, écoute, oui, c'est passionnant parce que quand on aime les organisations et quand on est sans doute un petit peu maso, on adore le processus d'innovation qui est un des processus les plus transversaux, donc les plus challenging. Mhm. Donc ça, c'est une chose, donc intellectuellement, c'est passionnant. Et puis Mhm. évidemment, à l'heure du digital et des technologies, les enjeux pour les entreprises étant de pouvoir saisir ces opportunités pour développer leur activité. Moi, Mhm. c'est des sujets qui sont, comme tu le dis, passionnants. Exactement, exactement. Mais parlant de ça, Pierre, je me pose la question, je me dis, parlant de transformation digitale et même de l'innovation, comment peut-on révisiter les fonctions classiques? Alors, je sais pas si c'est une fin en soi, mais ce qui est intéressant sur la fonction innovation, c'est que c'est un petit peu comme d'autres fonctions sans doute et Ouais. passées et futures, comme par exemple les fonctions dites RSE ou ESG, c'est Mhm. que c'est des fonctions qui ont des cycles de vie Mhm. qui correspondent à la maturité sur le sujet des entreprises. Mhm. Euh, et donc, pour moi, pour répondre à ta question, la manière de revisiter ces fonctions, c'est de coller aux enjeux de l'entreprise à l'instant T où elles sont à les servir. Mhm. Par exemple, aujourd'hui, ma vision, c'est que la Mhm. fonction innovation aujourd'hui, elle est plutôt sur des enjeux d'exécution que Mhm. d'acculturation ou d'exploration de nouveaux territoires. Pour moi, aujourd'hui, Mhm. c'est cette notion d'exécution. Mhm. De même que, par exemple, organisationnellement, même si l'organisation reste très contingente à la culture Mhm. de l'entreprise, pour moi, l'heure est Mhm. plutôt à ce que j'appelle la recentralisation éclairée de Mhm. cette fonction, Mhm. c'est-à-dire une forme d'autonomie stratégique avec une capacité de delivery. Donc, tu vois, il y a plein de choses à dire Ouais. sur cette fonction, Mhm. à mon avis. Mhm. Mais aujourd'hui, cette fonction, si je dois continuer sur cette notion de capacité de Ouais. delivery, Ouais. pour moi, le directeur de l'innovation ou de la transformation, hein, c'est souvent lié, Mhm. doit avoir une vision stratégique de l'ensemble des modes de delivery
dont l'organisation s'est dotée. Et Ok. pour moi, une organisation, elle doit d'ailleurs, elle doit avoir pu diversifier ses manières de faire, Mhm. euh, ses manières de faire au travers de processus et de dispositifs dédiés. Par exemple, elle doit avoir expérimenté de l'entrepreneuriat jusqu'au startup studio. Mhm. Voilà. Mhm. Donc pour moi, voilà, c'est une fonction qui doit, pour reprendre, comment revisiter cette fonction, bah, je pense que déjà, il faut que la fonction innovation doit avoir ce raisonnement stratégique double, qui est de se Mhm. dire sur quoi travailler et avec Ouais. quelle capacité. Ok. Ok. Voilà. Donc, ce qui implique une certaine réflexivité sur ses capacités à faire, hein. Mhm. Et sans doute une certaine puissance ou un certain sponsoring de la part du management, puisque Mhm. souvent il faut avoir un discernement par rapport aux capacités de l'entreprise qui sont Mhm. parfois en conflit avec les jeux politiques internes. Ouais, 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 je Voilà. comprends. Je vois, je vois. Mais lorsqu'il faut, bon, tu as dit qu'il faut, voilà, il faut tenir compte aussi des manières de faire. Mais je me pose la question quand même, Pierre, comment une entreprise, de nos jours en tout cas, et surtout dans l'industrie ou fintech également, mais comment une entreprise peut adapter ses stratégies d'entreprise par rapport aux innovations technologiques. Je crois que tu agréerais avec moi que de nos jours, l'innovation d'un point de vue technologique est encore beaucoup plus présente et changeante encore presque à tout moment. Mais comment une entreprise peut adapter ses stratégies d'entreprise aux innovations technologiques? Alors, peut-être, j'entends ta question. En revanche, peut-être ce qui est intéressant, c'est que Mhm. on parle d'innovation technologique et il y a toujours dans l'innovation, il y a toujours un aspect qui doit être primaire, sans doute. Enfin, Ouais. si on est purement axé à performance court terme, c'est d'être des technologies, enfin des innovations tournées marché, mais il y a aussi l'innovation managériale et OK. qui sans doute avait été un petit peu en retrait ces dernières années, Mhm. après un gros élan au début pour acculturer et puis lancer des démarches d'innovation participative par exemple. Mais cette Mhm. innovation managériale, qui était en retrait, va se redynamiser par exemple grâce à l'ESG. Je pense. C'est une première parenthèse que je me permets d'ouvrir avant de te Bien sûr, répondre bien sûr. directement. Bien sûr. Deuxième chose, c'est que je pense que toujours sur la fonction d'innovation, le niveau de jeu a monté aussi. Mhm. Et ça, c'est intéressant. La pression aussi sur cette fonction, où on est plus en attente de résultats. Et d'ailleurs, Mhm. et là je réponds à ta question, c'est sur comment une entreprise peut adapter ses stratégies d'entreprise aux innovations technologiques. D'abord, Mhm. je veux souligner un petit paradoxe, c'est que OK. euh, justement sur les stratégies, Mhm. l'innovation, elle laisse par nature plus de place aux mécanismes de stratégie dites émergentes, c'est-à-dire qui OK. sont pas top-down, mais qui sont vraiment euh, finalement qui s'imposent par les faits, et les pratiques décentralisées souvent. Mais pour Mhm. autant, ce que j'ai dit tout de suite, c'est que l'efficience du processus d'innovation est vraiment questionnée aujourd'hui. Et Mhm. celui-ci repose notamment en amont sur la clarté stratégique pour concentrer son effort sur les territoires qui répondent au change à résoudre et qui devraient être formulés par la Mhm. direction générale. Donc tu vois, Mhm. c'est un mouvement, si tu veux, en théorie, il devrait y avoir une vision stratégique des territoires et des enjeux métiers Mhm. et l'innovation est au service de ça et c'est par défaut ce qu'elle devrait faire pour être efficace, mais c'est pas aussi simple. Il faut avoir cette capacité d'une entreprise qui doit rester à l'écoute et Mhm. ouverte pour tester et s'adapter, Mhm. notamment sur les technologies émergentes qui sont difficiles a priori dont il est difficile a priori à comprendre la portée stratégique, quoi. Et Mhm. par exemple, quand on voit c'est un bon exemple, la blockchain, c'est Mhm. que c'est un sujet qui quelque part est difficile à maximiser, j'allais dire, Mhm. a priori. Il faut se faire une Ouais. religion en travaillant dessus, en essayant de comprendre les use cases et en étant très fort, très fort, très clair sur la sélection de ces use cases pour pas effectivement perdre son temps. Mais il y a un moment où il faut se chercher. Et on retombe sur cette Mhm. notion d'apprentissage organisationnel ou de stock de Mhm. connaissances à construire sur des sujets dont on veut ou dont on prétend euh, être capable de cadrer de les cadrer stratégiquement. Mhm. Donc voilà. Après, je pense que pour la stratégie d'entreprise, il faut s'imposer. Je pense qu'une entreprise doit s'imposer des tests sur les domaines clés Mhm. où stratégiques où elle doit apprendre.
Elle faut aussi, à mon avis, il faut aussi qu'elle, en termes d'exécution, elle doit savoir pour accélérer cette réflexion et la matérialiser, Mhm. collaborer avec les bons porteurs de techno. Et c'est pas évident de les sélectionner, Ouais. Mhm. Euh, et enfin, peut-être, je dirais que Mhm. il faut que les stratégies soient bien impliquent les métiers Mhm. et elles sponsoring du top management, puisque à la fin, c'est quand même le top management qui est capable de Mhm. valider ou pas les orientations stratégiques euh, qu'il a pu identifier. Mhm. Euh, donc, euh, donc, faut trouver donc dans ce dialogue entre l'innovation émergente et la stratégie top-down, il faut Mhm. trouver soit ce que j'appelle un manager de type maverick, Ok. c'est-à-dire celui qui a, qui a compris les enjeux, Mhm. qui les a perçus parce qu'il a la capacité cognitive, le parcours, peu importe. Et donc c'est Ouais. celui-ci qui portera et qui prendra la responsabilité de prendre une forme de risque et Mhm. qui peut-être même sans expliquer dira, écoutez, si vous n'avez pas compris, moi j'ai compris et je vais je vais prendre ce sujet sous ma Mhm. responsabilité. Ou Mhm. idéalement, bien sûr, se reposer sur tout un COMEX qui a atteint, ce qui serait idéal, qui lui a atteint le niveau de culture vis-à-vis de l'innovation, qui est capable de s'emparer des technologies. Mhm. Mhm. Voilà. En Mhm. tout cas, Ok. et puis dans le tout le début, dans tout le doute, en cas de doute, il faut rester, il faut bien être très très près de l'écoute client et Ouais. très très centré sur euh, la validation d'opportunités business. Parce Mhm. que à la fin des fins, s'il n'y a pas d'opportunité business, tout le reste n'est que littérature. Ouais, ouais, oui. Non, je comprends parfaitement. Il faut rester près de l'écoute client. Voilà, il faut rester à l'écoute, il faut tester, il faut s'adapter, il faut imposer des tests. Mais est-ce que tu dirais que lorsqu'on parle surtout par rapport à voilà aux innovations technologiques, dirais-tu qu'il y a une forme de corrélation également avec tout ce qui a trait à l'innovation managériale? Scott, could you design a video game? I could make you a hypothetical one. If I took some random genres, mechanics, maybe blended them together, and created a new hypothetical game. Now that would make a great podcast. Undoubtedly. So what would you make? Something original and exciting? A Dark Souls city builder? A co-op roguelike? Everything. All of that. We could use the Nemesis system and put it in a first-person shooter. And we could have a loot system with survival mechanics and motion controls. And maybe you could, I don't know, save a kingdom from some out-of-control toasters. What about party? Catch the Gaming Blender on all your favourite podcast platforms. Alors, de toute manière, il n'est de richesse que d'homme, quoi. Donc, on ne peut pas Ouais. simplement investir sur des produits, surtout dans les Ouais. sociétés de services où Ouais. il est indissociable, enfin où la personne fait partie du processus de production et de distribution. Donc, Mhm. ne serait-ce que pour une notion d'engagement, si on n'est pas capable d'impliquer, enfin d'avoir des réflexions sur l'innovation, ce que tu dis dite managériale, c'est dommage. Après, Mhm. en termes de sourcing, pour Mhm. parler processus un peu de manière horrible, mais Ouais. de sourcing d'idées, d'opportunités, c'est quand même dommage de se priver du corps social. Et, Ouais. et là aussi, je disais que ce qui est passionnant, c'est que l'innovation est une fonction qui est sous tension, et notamment, il y en a une qui est de est-ce que je fais en interne ou en externe. Et je pense Mhm. qu'il faut toujours avoir en tête de valoriser le corps social Mhm. et ou dit autrement, le time to market ne doit pas, enfin a bon dos et c'est pas Mhm. parce que faut pas sacrifier le développement de capacités internes Ouais. sur Mhm. l'autel du time to market. Donc faut prendre le temps à mon sens d'un apprentissage organisationnel qui est quelque chose Mhm. qui est pas quelque chose de très théorique, hein, qui est très très matériel, qui est un processus qui est sous piloté pour moi Mhm. 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 aujourd'hui. Ex- Exactement, exactement. Non, je vois et je comprends parfaitement, Pierre. Et puis, bon, voilà, lorsqu'on doit aller un peu plus en profondeur et parler un peu de collaboration ou des projets de collaboration startup, comment peut-on piloter cela? Comment peut-on piloter un projet de collaboration startups?
Ah bah là, John, c'est mon dada. Ah, Alors, ouais, d'a- d'abord, bon, d'abord, c'est mon dada, mais néanmoins, ce cheval, si je dois filer la métaphore, n'est pas le seul, hein. Comme je disais tout à l'heure, ouais, je pense qu'il faut savoir gérer un portefeuille diversifié de manière d'innover. Euh, euh, ok. L'open innovation via collaboration avec startup est une des manières de faire, et c'est une manière sans doute Mhm, très puissante, à condition de savoir la mhm, piloter. mhm, Or, c'est un projet qui est très spécifique, et mhm, pourtant, bien que spécifique, il est piloté de manière souvent très très traditionnelle. mhm, Ma conviction et même mes travaux de recherche ont mis en avant le fait qu'il y a des mécanismes d'apprentissage qui sont très puissants et qui existent, donc c'est même pas à questionner. En revanche, ils ouais, sont pas du tout pilotés en tant que tels. Et pour moi, mhm, apprendre ok. est un livrable d'une collaboration. C'est pas Mhm, simplement enfin, c'est d'abord de commercialiser et de générer du PNL supplémentaire, mais il n'y a pas mhm, que ce livrable-là. Et si on ne gère pas le processus d'apprentissage sous-jacent, si on mhm, n'est pas capable de le valoriser, finalement, on ne tire pas le maximum de ces collaborations. mhm, Donc ça, c'est vraiment une vraie conviction. mhm. Donc il faut avoir des clartés d'objectifs en termes de delivery commercial, mais aussi en Ouais, termes d'apprentissage. Ça, c'est important. Après, mhm, je pense qu'il y a il y a des recettes qui maximisent les chances que la collaboration se passe bien, et qui sont des facteurs de contingence, comme on dit, ou des mhm, facilitateurs qui sont variés, mais qu'il faut mhm, savoir mettre en place pour maximiser les chances de succès. mhm, Il y en a, par exemple, on peut en citer pêle-mêle, mais c'est pas exhaustif. mhm. Les infrastructures IT, c'est évident que plus on Ouais, a des infrastructures qui sont ouvertes et mhm, sécurisées, plus le time to market pour le coup ou le coût de transaction, ou le coût de faire des collaborations avec une startup est bas. Donc mhm, ça c'est évident. Il y a aussi en mhm, termes processus, il faut absolument imposer des dispositifs dits fast track pour réduire les délais et devenir aussi attractif vis-à-vis mhm. du marché, enfin dans le marché des fintech. Ouais, Donc ça se fait partie des quelque chose. Bien sûr, il faut avoir une capacité à avoir dédié les ressources, puisque ouais, moi je pense il y a beaucoup d'échecs de collaboration qui mhm, sont dus au fait qu'on a cru que la frugalité était une fin en soi, alors mhm, que dans un processus complexe, si on met pas les bonnes ressources en quantité suffisante, il n'y a pas de ouais, magie, il n'y a pas de raison que ça délivre plus qu'un process autre. Donc mhm, il y a tout un tas de petites recettes que j'ai pu lister en tant que praticien, mhm. en tant que chercheur, en tant que consultant. Donc Ouais, ouais, on va pas les lister toutes, mais clairement, en tout cas, mhm, que ce soit le pilotage, il doit être spécifique, et que ce soit les conditions de succès, elles sont spécifiques et complètement à la main de l'organisation, donc elle doit mhm. s'en donner les moyens. Ok, ok. Et peut-être quelque chose, je me Ouais, permets, une autre ouais, chose qui est peut-être, enfin en tout cas moi que dont j'ai pu apprécier l'importance, ouais, c'est de ne pas envisager la start-up, la fintech, la scale-up comme un objet euh, figé. ok. Ce qui est très intéressant, c'est de voir que par nature, les startups euh, sont agiles et évoluent dans le temps. Donc il faut Ouais, avoir sans cesse une très bonne proximité, très grand pilotage de ce qu'est la startup dans le temps. Parce que la mhm, startup peut évoluer. Et donc le ouais, projet et ce qu'on lui demande et ce qu'elle est capable de faire peut évoluer dans le temps. Donc il faut être vraiment à l'écoute mhm. de la startup. Voilà. Ok, 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 je vois, je comprends parfaitement. Il faut vraiment rester à l'écoute de la startup. Mais voilà, dis-moi, dis-moi Pierre, quand même, lorsqu'on parle, tu as d'un aspect, d'un côté tu as les fintech et de l'autre côté tu as les banques. Et toi qui as quand même, à partir de ton background, une compréhension un peu plus approfondie aussi par rapport aux collaborations entre les deux mondes, comment peut-on renforcer les collaborations entre fintechs et banques? Mhm. Ben, je disais, il y a tous ces facilitateurs que j'ai identifiés qu'il faut
qu'il faut vraiment mettre en place. Il y a aussi des attitudes peut-être à changer. Par exemple, je pense qu'il faut savoir accueillir les contraintes, parce que paradoxalement, les contraintes sont des excellents stimuli pour être créatif et pour mieux comprendre la technologie de la startup et inversement le métier de la banque ou de la compagnie d'assurance qui les mobilise. Donc ça c'est important. Déjà, par exemple, accueillir les contraintes, c'est important. Et évidemment, le but du jeu, c'est d'éviter de se faire perdre du temps respectivement. Donc je pense qu'il faut avoir un gros travail de compréhension des parties respectives et avoir un pilotage qui n'hésite pas à dire les choses et à stopper quand c'est pas bon, de manière tout à fait respectueuse, bien sûr. Il y a un cas qui est particulier, qui est sans doute la startup dans laquelle on a investi. Et ça, c'est un cas particulier où, bien sûr, il y a un enjeu de maximiser la valeur, la captation de la valeur qui est créée. Mais ce qui est complexe, à mon avis, c'est que pour maximiser cette valeur créée, il faut savoir gérer le conflit qui est la vision de l'actionnaire et la vision de l'industriel. Puisque quand on possède une startup ou quand on investit dans une startup, au-delà de la notion de contrôle pur qui est sans doute un peu simple, c'est un enjeu de récupérer un maximum de création de valeur, mais pour cela, il faut la créer, ce que je disais. Et pour la créer, par exemple, il faut accepter que cette startup, cette scale-up, par exemple, ait une base client large. Et c'est peut-être assez en conflit avec des notions d'exclusivité qu'on aimerait avoir quand on acquiert une startup. Donc, faut savoir, ou dit simplement, c'est que si on veut vraiment développer une startup, faut la laisser se développer, quitte à ce qu'elle fasse du travail avec des concurrents. Voilà. Mais je crois que c'est important donc d'avoir cette réflexion-là. Et bien sûr, donc ça c'est le niveau vis-à-vis du marché. Et en interne, si on veut développer une startup, il faut effectivement aussi piloter le processus qui lui permet de puiser la manière la plus efficace dans les actifs de la banque. Donc voilà, donc c'est pour donc comment renforcer les coopérations entre fintech et banque, c'est notamment une des pistes dans le cas particulier des startups des fintech dans lesquelles la banque a investi. Et je crois que ce qui est important, c'est bien d'avoir en tête cette notion d'attractivité. Les bonnes startups finalement sont ou fintech sont assez vite identifiées. Et l'enjeu, c'est quelque part, c'est que pour la banque ou pour la compagnie d'assurance, c'est d'être attractif. Et comme on est attractif, c'est si on a mis un dispositif qui fait en sorte qu'il est facile de travailler avec l'établissement. Il est facile d'un point de vue d'infrastructure, mais aussi de manière d'état d'esprit. Donc tout ça, c'est des choses qui s'organisent. C'est pas du tout des idées en l'air. En tout cas, c'est des choses qui sont absolument nécessaires parce que sinon, l'établissement est arbitré au profit d'autres. On peut croire qu'une fintech, elle travaille pour des raisons de trésorerie avec le premier compte qu'il y accepte de contractualiser, mais c'est pas aussi simple que ça. Heureusement pour elles, elles sont surtout pour les meilleures en situation de choisir finalement avec quel partenaire elles souhaitent travailler. Et même la concurrence s'est accrue, c'est-à-dire que dans ce marché des pépites, j'allais dire, il y a des modèles différents. C'est-à-dire qu'une startup peut aussi se dire, moi, je préfère partneriser avec un partenaire, une plateforme technologique qui, elle, travaille avec la banque, parce que c'est plus facile et parce qu'en plus, je démultiplie les use cases qui pourront valoriser ma technologie. Donc, voilà, mon point, c'est que c'est un impératif d'être bon dans la collaboration parce que c'est un marché ouvert. Ok, un impératif d'être bon dans la collaboration parce que c'est un marché ouvert. Non, mais ça c'est bien et c'est très bien noté. Mais voilà, on va finir par là, Pierre, pour aujourd'hui. Quand même, nous avons un très grand nombre de gens qui nous suivent, qui sont responsables dans l'industrie fintech. Je parle des CEO et chefs d'entreprise. Quel message peux-tu donner ou peux-tu passer aux fintech par rapport à deux aspects? Le premier aspect, que faire pour mieux vendre? Mais également, deuxième aspect, comment peuvent-elles se développer? Je parle de fintechs, comment peuvent-elles se développer ou réussir les projets? Alors, quel message peux-tu passer aux fintechs qui nous écoutent en ce moment?
Bon, d'abord, je vais rester humble. Hein, je vais pas. Moi, je ne fais que partager ma vision et mes premières convictions. Donc Ouais. voilà, donc ça, c'est important de le signaler. Je me permets pas de donner des conseils, d'expliquer la vie à des gens qui sont bien souvent meilleurs que moi. Donc voilà. Mais Mhm. néanmoins, je pense que euh, il y a deux choses. C'est que du côté de la banque aussi, la banque doit bien maximiser, j'allais dire, c'est pas très joli, mais Mhm. pourquoi elle a recours à la banque, aux startups ou aux Mhm. fintech. Mhm. Une fintech, c'est pas qu'une application, une technologie. Une fintech, c'est plein d'autres types de savoirs qu'elle véhicule. Mhm. C'est aussi des personnes. Et tous ces assets-là, il faut les mobiliser. Mhm. C'est-à-dire qu'une fintech peut expliquer comment peut expliquer comment est un segment Mhm. qui est mal compris par la banque, pas Mhm. simplement la technologie. Elle peut aussi très bien expliquer comment faire du marketing digital sur ce segment. Là, on est loin de Mhm. la technologie et ça a de la Mhm. valeur. Donc, il faut être capable de le capter. Une fintech, c'est aussi des individus qui peuvent fasciner ou au contraire braquer un top management. Donc, c'est assez complexe une fintech. Donc, ça, c'est dans le sens là. Dans le sens inverse, il faut absolument que les fintech acceptent le fait qu'elles doivent investir dans une forme de pédagogie. Mhm. Et je crois il faut que les startups soient pédagogues. Mhm. Il vaut mieux investir dans une startup, à mon sens, hein, pédagogue plutôt qu'opportuniste. Parce Mhm. que, comme j'ai expliqué, on doit faire grandir la banque, il doit comprendre des choses et les intégrer. Elle Mhm. doit prendre des savoirs et les intégrer. Et pour ça, ça demande un effort de la part de la fintech pour Mhm. expliquer ce qu'elle fait Mhm. et le contextualiser. Et Mhm. plus ces échanges profonds ont lieu en amont, plus Ouais. ça ira vite en aval et plus la banque pourra valoriser ou recombiner ce savoir. Mhm. Et donc quelque part avoir une créativité, enfin avoir un élan, enfin ouais, faire preuve de créativité Mhm. grâce au mélange de ces savoirs. Mhm. Ouais. Donc pour répondre de manière courte, il faut pour bien vendre une fintech doit savoir être pédagogue Ok. parce que c'est un bon investissement et ça se matérialise. Hein, c'est pas qu'une posture. Hein, ça se Mhm. matérialise par des experts, ça se matérialise par du temps, ça se matérialise par des experts à différentes étapes du processus Ouais. de commercialisation. Donc après ça se matérialise très clairement. Hein, mais en synthèse c'est ça. Deuxième chose, je pense que ce qui est très important. Donc il y a la pédagogie et maintenant il y a aussi le fait d'être très clair sur le business model qui est poursuivi et la Mhm. stratégie de go-to-market. Mais ça, les fintechs le savent très bien. Elles ont vu l'importance de choisir le bon business model, de moins en moins B2B, B2C et de plus en Mhm. plus B2B2C. Mhm. Et c'est notamment pour faire plaisir aux investisseurs qui préfèrent, je pense, ce genre de modèle. Mhm. Savoir si elles sont, comme je disais tout à l'heure, B2 banque, Mhm. B2 Yeah. plateforme techno to banque ou B2 plateforme de distribution. Donc Ouais. tous ces modèles sont importants et cette clarté-là, elle est importante, je pense, quand même pour que les banques puissent identifier comment, positionner le partenaire fintech. Mhm. Voilà. Mhm. Exactement. Non, je comprends parfaitement. Voilà, qu'il faut que les fintechs doivent être pédagogues et aussi savoir être clairs sur les business models. En tout cas, merci beaucoup Pierre pour cet échange. Et juste pour finir, il y en a qui veulent vous contacter ou qui veulent parler avec vous, comment peuvent-ils te joindre? Bah, je pense que le plus simple, sachant que je pense que ça peut être LinkedIn. J'ai un compte qui est Mhm. complètement accessible. Euh, Mhm. voilà quoi. Après, on verra s'il s'agit, selon le profil, comment on peut router la discussion. Je dirais plus professionnel, plus chercheur ou autre. Mais je pense que le point d'entrée, ça peut être LinkedIn. Mhm. Le seul problème, c'est que vous avez compris, c'est un sujet qui est passionnant et qui me passionne, donc Ouais, il y aura une notion de temps. ouais. Mais voilà, mais bien sûr, oui, LinkedIn, c'est le plus simple. D'accord, d'accord. LinkedIn, c'est le plus simple. En tout cas, je suis très reconnaissant et très grateful, comme on le dit. Merci Pierre pour cet échange. Ben, merci John, j'espère que ça a été un petit peu intéressant. Ça En l'a tout été. cas, je n'arrête pas d'être enthousiaste sur ce sujet, c'est mon problème. Et c'est une très bonne chose pour nous et puis pour tous ceux qui nous écoutent également. Merci Pierre. Merci John, à bientôt. D'accord. À bientôt.
Merci d'avoir suivi l'épisode de cette semaine de Talking Success Connecting the Global FinTech Community. Suivez-nous sur notre page LinkedIn, Talent in the Cloud. Et si vous êtes intéressé par des talents exécutifs, ou si vous cherchez à accroître votre équipe, ou si vous-même vous êtes à la recherche d'un changement de carrière, alors consultez notre site web talentinthecloud.io.